ETF ou immobilier? Si tu t'intéresses un minimum à l'investissement, tu as déjà forcément entendu ce débat. Et d'un côté, souvent il est présenté comme un choix binaire. D'un côté, on te dit que l'immobilier c'est du concret, que c'est de la pierre, ça ne disparaît pas, que c'est le seul vrai investissement sérieux. De l'autre, on te dit que les ETF sont imbattables, plus simples, plus performants, plus passifs, presque évidents. Et très vite, ça devient un débat de conviction, un peu comme s'il fallait choisir son camp. Mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée, parce qu'en fait, ETF et immobilier ne jouent pas exactement le même jeu. Ils n'impliquent pas le même niveau de risque, pas la même gestion, pas la même charge mentale et pas la même implication. Et surtout, pas le même profil d'investisseur. Alors aujourd'hui, on va comparer les deux calmement. On va parler rendement, on va parler levier bancaire, on va parler fiscalité, on va parler risque, mais surtout on va répondre à la vraie question, lequel est le plus cohérent selon ta situation, ton âge, ton activité, ta personnalité, parce qu'ici l'objectif c'est pas de choisir un camp, l'objectif c'est de bâtir intelligemment. Alors pour que la comparaison soit honnête, il va falloir d'abord poser un cadre clair, parce que comparer immobilier et ETF sans définir de règles, ça n'a pas de sens. Ici, on cherche un horizon long terme, donc environ 20 à 25 ans minimum. On ne parle pas de spéculation, pas d'achat-revente rapide, pas de j'essaie de timer le marché. Côté bourse, on prend un ETF diversifié type MSCI World, un investissement simple, large, mondial. Côté immobilier, on parle d'un investissement locatif classique, longue durée, pas de marchand de biens, pas de stratégie ultra agressive. On se place aussi dans un cadre fiscal français. L'idée ici, c'est pas de comparer deux stratégies extrêmes, c'est de comparer deux approches réalistes pour bâtir un patrimoine sur le long terme. On parle d'investissement pour construire quelque chose de solide, pas pour trader, pas pour faire de l'achat-revente rapide. Alors commençons par les ETF. Historiquement, un ETF mondial diversifié comme le MSCI World a délivré environ 6 à 8% de rendement annuel sur le moyen long terme. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que certaines années, tu peux faire plus 20%, d'autres années moins 15, moins 30%. Mais si on lisse sur 20 ou 25 ans, la moyenne se situe autour de ces niveaux. Prenons un exemple simple. Si tu investis 50 000 euros aujourd'hui et que ton capital progresse en moyenne de 7% par an pendant 25 ans, alors ton capital ne progresse pas de manière linéaire. Il profite des intérêts composés. Au bout de 25 ans, tes 50 000 euros deviennent environ 270 000 euros. Tu n'as pas à ajouter d'argent, tu as simplement laissé le temps et la capitalisation travailler. Mais point très important, ce sont des moyennes historiques, ce ne sont pas des garanties pour le futur. Alors côté immobilier, le rendement est un peu plus complexe à analyser. Il faut le décomposer en trois éléments. Premièrement, le rendement locatif net en France, selon la ville et la qualité du bien, on est souvent entre 3 et 5% net avant impôt. Deuxièmement, l'appréciation du bien dans le temps. Sur une longue période, on observe historiquement une hausse de 1 à 3% par an. Et troisièmement, et c'est le point clé, l'effet levier bancaire. Sans crédit, l'immobilier n'est pas forcément plus performant que la bourse. Ça va vraiment être le levier qui change tout. Parce qu'il permet d'investir 200 000 euros de biens avec peut-être seulement 40 000, 50 000 euros d'apport, voire même moins potentiellement. Et c'est cette différence qui peut créer un écart de performance. Mais le levier, on va le voir juste après, c'est pas magique. Juste avant de continuer, si cette vidéo t'intéresse et que tu souhaites en découvrir plus dans les futures vidéos, tu peux t'abonner et aussi liker la vidéo, ça aidera pas mal la chaîne. Merci. On va prendre un objectif très clair. 1500 euros par mois, ça représente environ 18 000 euros par an. Si ton but c'est par exemple de compléter ton salaire ou de réduire ton temps de travail ou de financer une partie de ta retraite, alors combien faut-il investir? Alors premier cas avec les ETF. On applique une approche prudente, la règle des 4%. Elle signifie que tu retires 4% de ton capital chaque année sans risquer de l'épuiser trop rapidement. On va faire un calcul, donc 18 000 divisé par 0,04, 450 000 euros de capital investi. Si tu as 450 000 euros investis sur un ETF monde capitalisant dans un compte titre ordinaire, tu peux retirer 18 000 euros par an, soit 1500 euros par mois. Tu auras évidemment 30% de fiscalité dans ce cas-là, donc la flat tax, uniquement sur la part de la plus-value comprise dans le retrait. Exemple, si ton retrait contient 8 000 euros de plus-value, tu paies 30% de 8 000, pas des 18 000. Et évidemment laisser continuer de travailler ton capital grâce à la performance moyenne des marchés, souvent 6 à 8% par an sur un ETF monde. Alors pourquoi le CTO il va rester intéressant? Parce qu'il est simple, sans plafond, flexible, tu peux acheter n'importe quel ETF du monde. Il est totalement liquide, tu peux vendre quand tu veux, retirer quand tu veux,
Il est idéal en complément d'un PEA qui serait plein, donc c'est-à-dire jusqu'à 150 000 euros de dépôt. Alors soyons réalistes, atteindre 450 000 euros, ça va prendre beaucoup de temps. Même en investissant 500 euros par mois à 7% par an, il faut environ 29 à 31 ans pour atteindre ces 450 000 euros. C'est la réalité des intérêts composés, c'est lent au début et explosif sur la fin. Alors deuxième cas, l'immobilier. On va prendre une hypothèse réaliste, 5% net avant impôt. Ça veut dire que pour 100 000 euros de biens, tu génères 5 000 euros par an net de charges courantes. On refait le calcul, 18 000 divisé par 0,05, 360 000 euros de patrimoine immobilier net. Donc en théorie, avec 360 000 euros de biens loués à 5% net, tu génères environ 1 500 euros par mois. Mais attention, ces 5% doivent couvrir la vacance locative, l'entretien, les petits travaux, l'assurance, la taxe foncière. Il faut aussi ensuite intégrer la fiscalité. Donc dans la réalité, pour être confortable, beaucoup viseraient plutôt 400 000 euros de biens. Alors, le levier accélérateur ou amplificateur de risque. La grande différence entre ETF et immobilier, ça va vraiment être le levier. L'immobilier permet d'utiliser le crédit bancaire. Concrètement, imaginons, tu as 100 000 euros d'apport, la banque te prête 300 000 euros. Tu achètes donc 400 000 euros de biens immobiliers. Avec seulement 100 000 euros de capital personnel, tu fais travailler 400 000 euros. Et si ton bien prend 2% de valeur par an, on n'est pas sur 2% sur 100 000, c'est 2% sur 400 000. C'est là toute la puissance du levier. Mais il faut être très clair, le levier va amplifier le rendement et il va aussi amplifier les potentielles erreurs. Si les loyers baissent, si le bien reste vacant, si les taux montent ou si tu as un gros imprévu. Tu as quand même un crédit à rembourser tous les mois. Le levier ne pardonne pas l'improvisation. En ETF, le levier existe aussi via le crédit lombard, les produits dérivés ou certains ETF à effet de levier. Mais en investissement long terme, il est très rarement utilisé. Pourquoi ? Parce que la volatilité des marchés peut provoquer des pertes rapides et importantes. Et combiner forte volatilité plus crédit, c'est un mélange qui peut devenir vraiment dangereux. Donc oui, le levier est un accélérateur, mais ce n'est pas un bouton magique. C'est un outil puissant, mais qui demande de la maîtrise et de la prudence. Alors, le risque, visible vs invisible. Quand on parle d'investissement, on parle forcément de risque. Mais le risque ne prend pas la même forme en ETF et en immobilier. Côté ETF, en bourse, le risque est visible. Tu peux voir ton portefeuille baisser de 10%, 20%, parfois même 30%, ou plus en période de crise. Et ça peut arriver vite, on l'a vu en 2008, 2009, 2010, les marchés réagissent immédiatement à l'économie, à la géopolitique, au taux d'intérêt. La volatilité est affichée en permanence. Tu ouvres ton application et tout est écrit noir sur blanc. C'est un stress visuel et il faut aussi se rappeler une chose, historiquement les marchés ont toujours fini par se redresser sur le long terme. La volatilité est forte, mais elle est intégrée au système. Côté immobilier, le risque il va être plus discret. Il n'y a pas d'application forcément qui affiche moins 15% sur ton appartement, ou tout du moins on a moins d'informations qui nous afficheraient ça, mais les risques existent. Risque de locataires qui ne payent pas, risque de vacances locatives, risque de gros travaux, risque réglementaire, l'encadrement des loyers, les normes énergétiques, et surtout un crédit sur 20 ou 25 ans. C'est pas visible au quotidien, mais c'est un engagement qui est long. Le facteur clé, ton profil. Et maintenant, on arrive au point le plus important. Parce qu'au final, le rendement ne fait pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est toi. Ta personnalité, ton âge, ton activité professionnelle, ton rapport au risque. Si tu détestes voir ton capital baisser, si voir moins 20% sur une application te fait mal dormir, si tu as tendance à paniquer quand les marchés baissent, alors peut-être que la bourse n'est pas forcément l'environnement le plus confortable pour toi. L'immobilier, avec sa valorisation plus lente et moins visible, peut être psychologiquement plus rassurant. Si tu veux zéro gestion, si tu n'as pas envie de gérer des locataires, pas envie de faire des travaux, pas envie de suivre des normes énergétiques, alors les ETF sont clairement plus adaptés. Un versement automatique chaque mois, un ETF mondial diversifié et de la discipline. Si tu aimes négocier, optimiser, gérer, si tu es manuel, si tu aimes chercher des biens, négocier des prix, suivre un chantier, si tu es plutôt entrepreneur dans l'âme, alors l'immobilier peut être vraiment stimulant, parce que c'est un investissement actif. Tu peux réellement créer de la valeur par l'implication. Si tu veux une liberté maximale, si ton objectif c'est la flexibilité totale, pouvoir vendre en 24 heures, changer de stratégie facilement, adapter ton niveau de risque rapidement,
alors les ETF sont vraiment ultra flexibles. Aussi, l'âge et la situation professionnelle comptent. À 25 ans, avec peu de capital mais du temps devant toi, les ETF sont souvent une bonne porte d'entrée, simple et efficace. À 35-40 ans, avec des revenus stables et une capacité d'emprunt, l'immobilier peut devenir un accélérateur via le levier. Si tu es salarié en CDI, la banque te suivra également plus facilement sur un crédit immobilier. Si tu es entrepreneur avec des revenus variables, obtenir un prêt peut être plus complexe et les ETF peuvent être plus simples à mettre en place. Si on prend un peu de recul, on se rend compte d'une chose importante. ETF et immobilier ne s'opposent pas forcément. Ce sont pas deux camps ennemis, ce sont deux outils qui sont un peu différents. Beaucoup d'investisseurs long terme vont utiliser les deux en réalité. Ils utilisent l'immobilier pour le levier bancaire, pour accélérer la construction du patrimoine, pour faire travailler l'argent de la banque, et ils utilisent les ETF pour la simplicité, pour la diversification mondiale, pour la liquidité, pour la gestion quasi inexistante. L'immobilier peut servir de moteur et les ETF peuvent servir de stabilisateur. L'un peut accélérer, l'autre peut équilibrer. Mais au final, tout dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches à maximiser le rendement via le levier et que tu es prêt à t'impliquer, l'immobilier peut être vraiment puissant. Si tu cherches simplicité, liquidité et sérénité, les ETF sont vraiment super efficaces. Tu investis régulièrement, tu diversifies, tu laisses le temps faire son travail. Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai privilégié l'investissement en bourse et ça va continuer, c'est sûr. Parce que ça correspond à mon envie de simplicité, à mon rythme de vie et à ma vision long terme surtout. Mais je me ferme pas à l'immobilier non plus, au contraire. Avec le temps, certains critères deviennent plus intéressants, comme le levier bancaire, la diversification, la création de valeurs plus actives. Simplement, je suis conscient que ça demande du temps, beaucoup d'énergie, une vraie implication pour construire des projets solides et pour les entretenir. Je pense que c'est ça aussi le point clé, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut, plus de rendement, plus de liberté, plus de contrôle, plus de simplicité. Est-ce que ton investissement va te simplifier la vie ou la complexifier à long terme? Parce qu'au final, on bâtit un patrimoine, on ne le joue pas. Salut, à la prochaine!